Dans les rues feutrées de Londres, il est des maisons qui gardent leurs secrets derrière des façades trop tranquilles. Ici, un parfum de mystère flotte, léger mais tenace, prêt à se révéler à qui sait l'entendre. L'élégance d'un silence dissimule parfois les rancunes les plus anciennes, et chaque ombre semble attendre qu'on lui prête attention. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire? Et quelle heure est-il chez toi? Prêt à lever le voile sur ce mystère? Alors, allons-y. Rose Street s'offrait à moi ce soir-là comme une peinture à demi effacée par le temps. Ces maisons alignées, toutes semblables, et pourtant chacune marquée par une ride, semblaient vouloir dissimuler les murmures de plusieurs générations. Les briques rousses, les portes sombres et les rideaux tirés donnaient à la rue une apparence de calme irréprochable, presque provinciale, malgré sa proximité avec la ville. Je fus frappé par l'absence de bruit. Aucun enfant ne jouait sur les pavés, aucun attelage ne passait, et même le vent paraissait retenir son souffle. En avançant, je remarquai combien tout paraissait en ordre, presque trop en ordre, comme si une main invisible avait tenu à ce que rien ne déborde, que tout reste contenu derrière ces façades impeccables. Cette propreté méticuleuse m'inspira un malaise que je ne sus d'abord expliquer. J'eus l'impression que chaque pierre, chaque grille de jardin, chaque fenêtre close portait en elle un secret silencieux. Je ne pus m'empêcher de songer qu'il y avait dans cette immobilité quelque chose de volontaire, comme si les habitants, en apparence accueillants et respectables, craignaient de laisser filtrer la moindre trace d'une vérité plus sombre. Je le ressentis vivement. Rose Street respirait un calme irréel, une paix artificielle prête à se rompre au moindre souffle. C'est dans cet état d'esprit l'impression que, fidèle à son habitude, il garderait pour lui jusqu'à ce que le moment vînt de me l'exposer. Je m'étonnais de tant de minutie dans un lieu qui ne m'inspirait pour ma part que sérénité. Ce fut dans ces circonstances que je songeai à la lettre que Poirot avait reçue quelques jours auparavant. Elle émanait d'un vieil ami de la guerre, Sir Geoffrey Mallory, ancien colonel de son État, qui l'invitait à partager un dîner en toute simplicité dans sa demeure de Rose Street. J'avais lu cette missive moi-même, et son ton, à la fois cordial et empreint d'une certaine gravité, m'avait intrigué. Sir Geoffrey, ainsi qu'on me l'expliqua, était un homme de réputation irréprochable, respecté pour sa bravoure passée et apprécié dans ce quartier discret pour sa dignité sans ostentation. Poirot, qui ne refusait jamais une invitation de vieille connaissance, m'avait proposé de l'accompagner, et j'acceptai avec empressement, curieux de rencontrer cet homme dont la carrière militaire avait laissé plus d'une marque dans les annales. Je me souvenais encore de la phrase finale de la lettre. « J'ai la conviction, cher ami, que vous seul sauriez comprendre certaines ombres qui planent encore. » Cette allusion énigmatique avait piqué la curiosité de Poirot, et à vrai dire, la mienne également. Ainsi, tandis que nous approchions de la demeure du colonel, je ressentais déjà que ce dîner ne serait pas un simple repas amical. La demeure de Sir Geoffrey se dressait à l'angle de la rue, bâtisse de proportions sobres, dont la façade semblait avoir résisté avec courage aux intempéries et aux épreuves du temps. Le jardin, impeccablement tenu, témoignait d'une discipline militaire dans l'ordre des parterres et la taille des haies. À l'intérieur, une atmosphère sévère régnait. Les meubles, massifs et anciens, semblaient appartenir à une époque où le confort cédait le pas à la solitude. Poirot, à mes côtés, promenait son regard avec une curiosité tranquille, touchant de ses doigts effilés un livre ancien, ajustant légèrement un cadre de travers, comme pour prendre possession de ce lieu étrangement figé. À peine avions-nous franchi le seuil du jardin arrière que je fus frappé par une odeur singulière. Ce n'était pas le parfum attendu d'herbes fraîches ou de fleurs, mais une senteur âcre, piquante, que je ne parvenais pas d'abord à identifier. Je crus à un feu de cheminée mal éteint, mais Poirot, s'arrêtant brusquement, leva son doigt en signe d'attention. « Mon ami, dit-il doucement, voilà une fragrance qui n'appartient pas au plaisir domestique. » Je le regardai, interloqué. « Qu'entendez-vous » demandai-je. Il eut ma l'air avec précision et déclara. « C'est l'odeur de la poudre à canon. » Je restais stupéfait. Comment cette senteur martiale pouvait-elle s'inviter dans le jardin si soigneusement entretenu d'un colonel retiré? Certes, Sir Geoffrey avait pu conserver des reliques de son passé,
Mais pourquoi une telle odeur persistante? Poirot ne dit plus un mot, mais je vis à son regard que cette découverte éveillait en lui des hypothèses qu'il ne tenait pas encore à partager. Pour ma part, je ne pus me défaire de l'impression qu'un fil invisible venait d'être tendu, reliant le passé guerrier du maître de maison à quelques secrets plus sombres, tapis dans l'ombre de Rose Street. À peine eûmes-nous franchi le seuil de la demeure que Sir Geoffrey Mallory nous accueillit avec une politesse empreinte de gravité. Sa silhouette demeurait droite malgré les années, et ses gestes, mesurés, portaient encore la trace d'une discipline acquise sur les champs de bataille. Sa voix, grave et posée, me fit songer à un homme qui avait commandé des vies et affronté des décisions irréversibles. Il nous serra la main noire, portait une broche ancienne et arborait un sourire à demi éteint, comme si une douleur ancienne la suivait partout. Un jeune homme, que l'on présenta comme Monsieur Edward Grey, inventeur de son état, paraissait nerveux. Ses doigts, tachés d'encre et peut-être de substances chimiques, s'agitaient sans cesse sur la nappe. Son regard fuyant se posait tantôt sur le colonel, tantôt sur Poirot, comme s'il cherchait à deviner leurs pensées. Vint ensuite Miss Cartwright, une demoiselle au visage austère et au maintien pieux. Elle parlait d'une voix douce, presque effacée, mais ses yeux brillaient d'une intensité intérieure qui me surprit. Enfin, l'ancien sergent Wilcox, robuste malgré son âge, avait le ton bourru et l'allure d'un homme qui n'avait jamais cessé de vivre dans le souvenir des bivouacs. En les observant, je crus percevoir des fils invisibles reliant ces personnalités si différentes, comme si un passé commun les avait unis plus fortement que ne l'eût fait le hasard d'un dîner mondain. Le dîner débuta dans une atmosphère de convenance polie. On évoqua les récoltes de l'année, les nouvelles d'un journal local, quelques brèves anecdotes de voyage. Pourtant, derrière cette façade aimable, je sentais poindre autre chose. Ce fut Madame Linton qui, la première, mentionna la guerre, sur le ton de la conversation légère, comme on parle de souvenirs lointains. Mais je remarquai que ses yeux s'étaient brièvement assombris en évoquant le nom d'un régiment. Le docteur, lui, réagit avec une réserve calculée, et l'ancien sergent esquissa un sourire amer. Poirot, silencieux, se contentait d'incliner la tête, tandis que je m'efforçais de maintenir l'échange sur des terrains moins périlleux. Pourtant, il me sembla que chaque convive, malgré lui, laissait glisser dans la conversation une allusion à des rancunes anciennes, comme si ce dîner avait... Je m'étonnais qu'un tel objet ait été laissé à la vue de tous, et je crus remarquer que plusieurs convives y jetaient, à intervalles réguliers, des regards furtifs. Le docteur en particulier détourna les yeux avec une rapidité suspecte, tandis que Madame Linton effleurait sa broche, comme pour se donner une contenance. Je pensais d'abord qu'il s'agissait d'une simple boîte de souvenirs militaires, mais la tension muette qui l'entourait éveilla ma curiosité. J'eus le sentiment qu'elle contenait quelque chose de plus lourd que de simples décorations. Poirot, sans prononcer un mot, avait lui aussi fixé le coffret avec une attention soutenue. À mesure que le repas avançait, les paroles se firent plus rares et les regards plus éloquents. Un silence pesant s'installait parfois, interrompu par des phrases banales, comme si chacun cherchait à masquer un malaise. Les sourires, au début courtois, semblaient désormais forcés, et une crispation gagnait les visages. Je remarquai que le sergent Wilcox serrait son verre avec une vigueur telle que ses jointures blanchissaient. Miss Cartwright, elle, inclinait la tête en silence, mais ses lèvres tremblaient par instants, comme si elle priait intérieurement. Le jeune Grey, nerveux, jouait sans relâche avec sa serviette, tandis que Madame Linton gardait son regard baissé, esquivant les yeux du colonel. Je fus envahi par l'étrange impression que ce dîner était moins une réunion conviviale qu'une épreuve tacite, où chacun mesurait ses mots et ses silences. Je tentais, de mon mieux, d'animer la conversation, en parlant de sujets neutres, mais rien n'y fit. L'atmosphère demeurait lourde, presque suffocante. Poirot, quant à lui, s'était muré dans un silence qui me parut délibéré. Ses yeux vifs passaient de l'un à l'autre avec une acuité qui me troublait. Il ne manquait pas un geste, pas un frémissement de visage, par un étrange calme. La rue dehors demeurait silencieuse. Aucune voiture ne passait, aucun pas ne résonnait sur les pavés. Tout semblait s'être figé dans une expectative muette. J'échangeais quelques paroles anodines avec Miss Cartwright, dont le regard paraissait plus préoccupé que pieux, et je tentais de masquer par ma conversation
le malaise diffus qui flottait parmi nous. Ce fut dans cet instant suspendu, alors que je croyais la soirée vouée à s'achever dans une monotonie polie, qu'un bruit inattendu vint déchirer cette tranquillité artificielle. Un fracas, sourd d'abord puis retentissant, secoua la maison comme si ses fondations elles-mêmes avaient tremblé. Je me levai d'un bond, frappé de stupeur, et compris aussitôt que quelque chose de grave venait de se produire. Un grondement effroyable retentit, suivi d'un éclat sec qui fit vibrer les vitres. Le plancher trembla sous mes pieds, et une épaisse odeur âcre, de fumée et de poudre, se répandit dans l'air. Les convives poussèrent des cris étouffés, certains se recroquevillant, d'autres se précipitant vers la porte. Je crus d'abord à un accident de chaudière, mais l'odeur de poudre que j'avais déjà remarquée dans le jardin me revint à l'esprit avec une insistance brutale. Je vis Madame Linton porter la main à sa poitrine, tandis que le sergent Wilcox, le visage durci, murmurait une exclamation que je ne compris pas. « Mon Dieu, qu'est-ce que c'était » m'écriai-je. Mais déjà Poirot, qui n'avait pas sursauté, se levait avec calme et dirigeait son regard vers le couloir. Nous sortîmes en hâte, le cœur battant. Les bruits confus d'objets qui s'effondraient et le crépitement de flammes nous guidèrent vers l'aile de la maison où se trouvait le bureau du colonel. Tout en courant, je fus saisi d'une angoisse. Le docteur Arkwright accourut à nos côtés, leva les bras avec consternation. « Une explosion » murmura-t-il, presque pour lui-même. Le jeune Gray, livide, fixait les décombres avec des yeux agrandis de terreur. Je m'approchai, trébuchant sur une chaise renversée, et sentis sous mes pieds le craquement sinistre de verre brisé. Tout témoignait d'une force destructrice, concentrée et précise, comme si la pièce avait été le cœur d'une déflagration calculée. Je cherchai des yeux Sir Geoffrey, mais ce fut Poirot qui, d'un geste de la main, me rappela à la prudence. Son regard s'attardait déjà sur certains détails. Une tache sombre sur un pan de mur, une serrure tordue qui pendait encore à une armoire, tandis que je demeurais figé devant la dévastation. Ce fut alors que nous le vîmes. Le corps de Sir Geoffrey gisait au sol, inerte, au milieu des décombres. Son visage, marqué par l'impact, portait l'expression figée d'un homme surpris par la mort. Ses mains étaient noircies de poudre, et ses vêtements portaient les stigmates d'une manipulation imprudente de substances explosives. Madame Linton poussa un cri et détourna le regard. Le docteur, se ressaisissant, s'agenouilla près du colonel pour constater ce que nous redoutions tous. Il était mort, frappé par l'explosion qui avait détruit son bureau. Je fus pris d'un profond sentiment de désarroi. Sir Geoffrey, cet homme de devoir, venait de disparaître d'une façon aussi brutale qu'incompréhensible. Tout portait à croire qu'il s'était livré à une expérience imprudente, avec de vieilles poudres de guerre. Je ne pus m'empêcher de murmurer. Quelle tragédie! Mais hélas, il est évident qu'il s'agit d'un accident. Les traces de poudre, la position du corps, tout semblait désigner une manipulation malheureuse. Je rappelais à voix haute la passion du colonel pour les souvenirs calculés. Je m'approchais, surpris. Mais enfin, Poirot, n'est-il pas évident que le colonel manipulait ces poudres dangereuses? Il leva vers moi ses yeux étincelants. Mon ami, ce qui est trop évident mérite toujours d'être remis en question. Il se tut, et je compris qu'il ne livrerait pas encore ses conclusions. Mais son attitude, son calme imperturbable au milieu du désastre, me glaça. Pour la première fois, je sentis que nous venions d'entrer dans une affaire sombre, où chaque détail aurait son importance, et où la vérité, bien que dissimulée sous les apparences, finirait par se dévoiler. Le lendemain matin, lorsque les flammes avaient cessé de couver et que la fumée s'était dissipée, Poirot obtint l'autorisation d'examiner les lieux dévastés. J'étais à ses côtés, encore troublé par les images de la veille. À mes yeux, tout n'était qu'un chaos de cendres et de ruines, mais mon ami semblait y voir une page écrite dans une langue secrète. Il se pencha sur le parquet, ses doigts gantés effleurant la surface noircie. Il me montra une trace fine, presque invisible, que je pris pour une simple brûlure. « Non, Hastings, dit-il doucement, ceci n'est pas le fruit du hasard. » Je suivis du regard et distinguai alors une poudre grisâtre, différente des résidus alentours. Plus encore, il découvrit sous une planche éclatée un fragment métallique,
mince et recourbé. Un mécanisme de mise à feu, annonça-t-il avec une satisfaction glaciale. J'eus peine à croire que quelqu'un eût pu introduire dans le bureau de Sir Geoffrey un engin si perfide. Pourtant, l'assurance tranquille de Poirot ne laissait aucun doute. Un piège avait été tendu, et la mort du colonel n'était pas le fruit d'une maladresse, mais bien l'œuvre d'une main déterminée. Afin de compléter son enquête, je fus troublé par ces contradictions. Mais Poirot, imperturbable, hochait la tête en silence, notant chaque détail avec une précision méticuleuse. À mesure que nous quittions les maisons, il me souffla. Les voix humaines, Hastings, sont comme les instruments d'un orchestre mal accordé. C'est à nous de découvrir la vraie mélodie. Notre enquête prit un tournant inattendu lorsque M. Parker, un voisin au verbe tranchant, déclara avoir vu Edward Gray, le jeune inventeur, transporter des fioles et des poudres dans son jardin quelques jours auparavant. Il insista sur son air absorbé, presque exalté, et affirma que nul autre n'avait la connaissance nécessaire pour manipuler de tels produits. Je me rappelai alors la nervosité de ce garçon au dîner, ses doigts tachés d'encre et son regard fuyant. Le souvenir de son agitation donnait soudain un poids inquiétant à ce témoignage. Très vite, d'autres habitants murmurèrent que Gray passait ses soirées à expérimenter dans son petit atelier, où des odeurs étranges s'échappaient parfois. Le mot « chimie » se transforma rapidement en explosif dans la rumeur du voisinage. Je vis, à mesure que les soupçons enflaient, le jeune homme devenir l'objet d'une suspicion générale. Sa réputation, déjà fragile, se trouvait ternie en quelques heures. Pour ma part, je ne pus que me rallier à cette conclusion. Tout semblait s'emboîter avec une logique limpide. Son goût pour les expériences chimiques, son comportement agité au dîner, et maintenant ce témoignage accablant. « Voyez-vous, Poirot » m'exclamai-je. « La vérité est claire comme le jour. Ce garçon maladroit, manipulant des substances dangereuses, a provoqué l'explosion. Peut-être cherchait-il à impressionner ou à se venger d'une remarque du colonel. » Poirot ne répondit pas. Mon enthousiasme s'échauffait, mais son silence me troubla. Vous n'êtes conviction tranquille de Poirot semait le doute. En quittant Rose Street ce soir-là, je compris que mon ami, derrière son silence apparent, voyait déjà plus loin que nous tous. Pour lui, l'ombre du vrai coupable planait encore au-dessus de ces maisons, tapis dans l'attente. Et je pressentis que la route vers la vérité ne ferait que commencer. Poirot jugea utile de s'entretenir seul avec Madame Linton, mais je fus convié à l'accompagner. Nous trouvâmes la veuve dans son salon, une pièce assombrie par d'épais rideaux où régnait une odeur persistante de lavande. Elle nous reçut avec une politesse un peu distante, mais je remarquai aussitôt la dureté de son regard. Poirot, de sa voix douce, lui demanda quel souvenir elle gardait de Sir Geoffrey Mallory. Elle resta un instant silencieuse, puis un sourire amer étira ses lèvres. « Des souvenirs, monsieur Poirot ? Oui, j'en ai. Mais ils ne sont pas heureux. » Elle parla de son mari, le capitaine Linton, mort au front. Sa voix se brisa lorsqu'elle évoqua les circonstances confuses de sa disparition. Selon elle, c'était à cause d'un ordre téméraire du colonel Mallory que son époux avait trouvé la mort. « On l'a envoyé droit dans la gueule du loup, » dit-elle d'un ton glacé. Je tentai de la rassurer en parlant de l'honneur militaire, mais elle m'interrompit sèchement. « L'honneur ? Un mot creux, monsieur Hastings. Ce qu'il m'a laissé, c'est une tombe et une vie de solitude. » Je vis Poirot incliner la tête avec gravité. Lorsqu'elle ajouta qu'elle n'avait jamais pardonné au colonel, je sentis que cette rancune persistante devenait une ombre menaçante dans notre enquête. Le docteur Arkwright, lorsqu'il fut interrogé, se montra d'abord réticent. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il nettoya ses lunettes, et je perçus dans sa voix une gêne profonde. Je crus d'abord qu'il parlait d'une simple influence, mais le docteur laissa entendre qu'il avait subi jadis une forme de chantage. Une erreur médicale, peut-être une décision douteuse au moment d'une opération, que le colonel aurait gardée en mémoire et utilisée pour obtenir son silence ou sa complicité dans une affaire ancienne. Il n'en dit pas davantage, mais je perçus à travers ses paroles un mélange de honte et de crainte. Cet homme, respecté dans le quartier, semblait porter le poids d'une faute enfouie et d'un secret partagé avec le défunt. En quittant sa maison, Poirot me confia simplement. Le colonel avait une arme bien plus redoutable que la poudre.
la connaissance des faiblesses humaines. Le sergent Wilcox, que nous rencontrâmes dans une petite auberge du voisinage, se montra d'abord bourru, comme à son habitude. Il vida d'un trait son verre de bière avant de se décider à parler. « Vous voulez savoir ce que je pense du vieux Mallory ?» dit-il. C'était un brave homme, certes, mais il n'était pas irréprochable. Ses yeux brillèrent d'un éclat dur. Il raconta, d'une voix lourde, un épisode de la guerre, un scandale étouffé, impliquant un officier supérieur accusé de lâcheté. Selon Wilcox, Sir Geoffrey avait couvert cette affaire, préférant protéger l'honneur d'un nom prestigieux plutôt que de révéler la vérité. Un autre soldat a payé pour lui, et cette injustice pèse encore, conclut-il. Je fus frappé par la colère contenue de cet homme, qui semblait encore revivre la trahison. Pour lui, Mallory n'était pas seulement un héros, mais aussi un gardien de secret capable de ruiner des réputations entières. Poirot écouta sans l'interrompre, ses yeux mi-clos. Lorsque le sergent eut fini, il dit simplement « Voilà, Hastings, une troisième vérité, différente des deux premières. Et chacune éclaire une aux confidences honteuses du docteur, aux révélations du sergent. Chacun de ces êtres semblait descendre chaque soir dans sa propre cave intérieure, refermant soigneusement la porte sur un passé trop lourd. Et je compris alors que notre enquête ne consistait pas seulement à découvrir un coupable, mais à éclairer ces souterrains invisibles, où sommeillaient des vérités que nul n'osait regarder en face. Pourtant, plus nous avancions, plus je me sentais égaré. Chaque témoignage semblait se contredire, chaque nouvelle révélation apportait son lot de demi-vérités, et au lieu de rapprocher les pièces du puzzle, elles s'entrechoquaient en formant un chaos déroutant. Je me surprenais à passer d'une conviction à une autre. L'instant d'avant, je croyais à la culpabilité du jeune inventeur. Puis la rancune de la veuve me paraissait tout aussi accablante. Ensuite, l'aveu du docteur pesait comme une menace. Et enfin, le sergent, avec sa colère contenue, m'apparaissait soudain comme le suspect le plus naturel. « Je vous avoue, Poirot, que je ne comprends plus rien », finis-je par lui dire d'un ton découragé. « Tout le monde semble avoir une raison d'en vouloir au colonel. Si tous sont coupables, alors personne ne l'est vraiment. » Il m'écouta sans m'interrompre, ses yeux mi-clos, le visage serein. Puis il répondit doucement. « Ah, mon cher Hastings, voilà une remarque fort juste. Les hommes mentent, parfois même sans le savoir. Ils déforment, ils arrangent. Mais sous ce fatras de contradictions, il existe toujours une ligne droite, une vérité simple. » Je secouai la tête, incapable de partager sa confiance. Pour moi, Rose Street n'était plus qu'un labyrinthe de mensonges, et je m'y sentais prisonnier. Pourtant, l'assurance tranquille de Poirot, son calme imperturbable, éveillait en moi une lueur d'espoir. S'il voyait une vérité, « Hastings, mon ami, dit-il, il existe, derrière cette explosion et la mort du colonel Mallory, une histoire plus ancienne, plus sombre, une histoire qui remonte à la guerre. » Je parcourus rapidement les documents, mais leur langage militaire m'échappait. Poirot reprit. « Plusieurs habitants de Rose Street, que nous avons interrogés, ne sont pas liés par le hasard. Non, ils ont en commun un épisode militaire, soigneusement dissimulé à l'opinion publique. » Il expliqua qu'il s'agissait d'un rapport jamais publié, faisant mention d'une opération désastreuse, au cours de laquelle un bataillon entier avait failli être anéanti. Et dans ce rapport figurait un nom que je reconnus aussitôt, celui du colonel Mallory. Je restais stupéfait devant cette révélation. Le calme apparent de Rose Street se fissurait à mes yeux, et derrière chaque façade, je croyais désormais voir les échos d'un passé sanglant, jalousement caché. Poirot ajouta doucement. « Voilà, Hastings, la vérité enfouie qui relie ses habitants, et qui, tôt ou tard, devait ressurgir. » Poirot reprit son récit avec une gravité particulière. Dans ce dossier, il est question d'un acte qui, à l'époque, fut classé comme une erreur tactique. Mais la vérité, mon ami, c'est qu'il s'agissait soit d'un acte de lâcheté, soit d'une trahison délibérée. Je sentis un frisson me parcourir. Mais Poirot, comment est-ce possible? Le colonel Mallory était respecté de tous. Il hocha lentement la tête. Oui, respecté. Mais il a couvert cet acte. Au lieu de livrer le coupable à la cour martiale,
il a choisi le silence. Peut-être croyait-il protéger l'armée. Peut-être obéissait-il à une loyauté mal placée. Quoi qu'il en soit, ce choix a permis au fautif de continuer sa vie et a condamné d'autres habitants de Rose Street semblaient occuper une place dans ce drame collectif, comme les figurants d'une tragédie antique, unis malgré eux par un mensonge fondateur. « Et le jeune Gray » demandai-je. Poirot sourit. Lui est l'innocent utile. Ses passions scientifiques le désignent facilement comme coupable. Mais son rôle véritable est d'être le paravent derrière lequel se cache le vrai criminel. Je demeurai songeur devant ce tableau. La guerre, pensais-je, avait tissé entre ces êtres un lien plus solide que celui du voisinage, le lien d'un passé inavoué. Ce fut alors que Poirot, se levant pour marcher dans la pièce, reprit d'un ton méditatif. « Il y a un symbole, Hastings, que vous avez relevé sans le savoir. Cette odeur persistante de poudre à canon, présente dès notre arrivée à Rose Street. Je me rappelais aussitôt cette senteur âcre qui m'avait surpris dans le jardin du colonel. Vous voulez dire? Oui. La poudre est l'image parfaite de ce passé. Un explosif qui dort, invisible, mais qui n'attend qu'une étincelle pour embraser tout ce qui l'entoure. Ses rancunes, ses secrets, ce silence collectif. Tout cela est comme une cave emplie de poudre, prête à exploser. Je fus frappé par la justesse de cette métaphore. Rose Street n'était pas seulement un lieu de vie respectable, c'était un baril de poudre morale. Et le colonel Mallory en avait tenu la mèche entre ses mains jusqu'à sa mort brutale. Je sortis de cet entretien avec le cœur lourd. Jusqu'alors, je croyais que la guerre appartenait aux livres d'histoire et aux monuments commémoratifs. Mais à travers les paroles de Poirot, je compris qu'elle vivait encore dans les esprits, qu'elle hantait les vivants plus sûrement que les morts. Je songeais à Madame Linton, à sa rancune glacée, au docteur, consumé par la honte. Quelques jours plus tard, Poirot décida que le moment était venu de lever le voile. À sa demande, tous les habitants concernés de Rose Street furent conviés dans le salon encore marqué par l'explosion, où l'air sentait encore la cendre et la poudre. L'atmosphère y était lourde, et je sentis chacun retenu par une appréhension muette. Poirot, debout, impeccable dans son costume sombre, dominait la scène de sa petite taille imposante. « Mes amis, commença-t-il avec gravité, nous sommes réunis ici non pour raviver de vieilles querelles, mais pour que la vérité, enfin, voie le jour. » Je vis Madame Linton se raidir, le docteur détourner le regard, et le sergent croiser les bras avec défiance. Quant à Miss Cartwright, elle gardait les mains jointes, les yeux baissés comme dans une prière silencieuse. Ce silence attentif me glaça. J'avais le sentiment d'assister à une cérémonie plus solennelle qu'un procès, et chaque seconde me rapprochait d'une révélation qui changerait irrémédiablement le regard que nous portions sur ces gens. Poirot prit alors la parole avec son calme coutumier. « Permettez-moi de rappeler vos propres mots, » dit-il en s'adressant tour à tour aux convives. Il cita le docteur, affirmant avoir entendu une voix avant la détonation, puis Madame Linton, jurant que tout s'était produit dans un silence absolu. « Voilà deux récits contradictoires, » observa-t-il. « Or, mes amis, la vérité ne se contredit point. » Il enchaîna avec le témoignage du sergent, qui parlait de 2 explosions, alors que d'autres n'avaient entendu qu'une seule. Je remarquai la gêne croissante des visages. Poirot, implacable, reprit. « Quand chacun ment, le fût-ce qu'un peu, ce n'est pas pour protéger la vérité, mais pour se protéger soi-même. » Son doigt décrivit un petit cercle dans l'air. Ces incohérences, mais Miss Cartwright, sa voix, toujours douce, prit une fermeté implacable. « Mademoiselle, vous vous êtes présentée à tous comme une âme pieuse, consacrée à la charité et au silence. Mais derrière ce masque, vous êtes autre chose. La sœur d'un soldat accusé de lâcheté durant la guerre. Accusation portée par nul autre que le colonel Mallory. » Un murmure parcourut l'assemblée. Miss Cartwright, pâle, resta immobile, ses mains crispées. Ses yeux, qui d'ordinaire évitaient les regards, se fixèrent soudain sur Poirot avec une intensité farouche. « Vous êtes venu vous installer à Rose Street, » continua-t-il, « non par hasard, mais avec un dessein précis. Vous n'étiez pas là pour prier, mais pour venger l'honneur souillé de votre frère. » Je sentis un frisson courir le long de mon dos.
La figure effacée et modeste de la demoiselle s'effaçait, laissant paraître une âme brûlante de ressentiment. Poirot développa alors l'arrière-plan psychologique avec une précision glaçante. Votre frère, injustement accusé, a vu sa réputation détruite. Il a vécu dans l'opprobre. Peut-être est-il mort dans l'amertume. Vous, sa sœur, avez porté ce fardeau toute votre vie. Votre douceur affichée n'était qu'un voile. En réalité, vous nourrissiez une rancune tenace, patiemment entretenue. Miss Cartwright ne protesta pas. Ses lèvres remuèrent à peine, comme si elle murmurait une prière muette. Poirot, implacable, poursuivit. Lorsque vous avez appris que Sir Geoffrey Mallory avait couvert cette accusation, vous avez décidé qu'il devait payer. Votre vengeance fut froide, méthodique, et vous l'avez habillé d'apparence pieuse. Il fit une pause, et je vis que tous retenaient leur souffle. L'explication du mobile transformait l'atmosphère en une tension presque insupportable. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Je vis dans les yeux de Miss Cartwright une lueur à la fois farouche et résignée, comme si elle accueillait enfin la révélation de ce secret qu'elle portait seule depuis trop longtemps. Lorsque nous quittâmes la maison endeuillée, je restai quelques instants silencieux, songeant à la confession arrachée à Miss Cartwright. Poirot, lui, demeurait songeur, ses mains croisées derrière le dos. « Hastings, dit-il enfin. Il est des rancunes que l'on croit enterrées, et qui, pourtant, dorment comme la braise sous la cendre. Il suffit d'un souffle, et elles se rallument avec une violence imprévisible. » Je hochai la tête, encore troublé. La mort du colonel Mallory n'était pas seulement le résultat d'un mécanisme habile, mais l'aboutissement d'années de ressentiment, mûri dans le silence. Poirot reprit d'une voix douce. « C'est là le plus grand danger, mon ami. Les haines qui se taisent sont celles qui éclatent le plus fort. Nous voyons l'accident, nous croyons au hasard, mais derrière se trouve souvent une rancune patiemment gardée. » Ces paroles résonnèrent en moi comme un avertissement. Je ne pus m'empêcher d'exprimer mon incrédulité. « Une demoiselle si pieuse !» m'exclamai-je, presque incapable de concilier son visage modeste et l'acte qu'elle avait accompli. Poirot sourit légèrement. « Vous êtes toujours prompt à croire aux apparences, Hastings, mais les plus douces fleurs peuvent dissimuler un poison. » Je protestai encore, rappelant la voix douce de Miss Cartwright, son recueil de prières, ses manières réservées. Rien à mes yeux ne pouvait annoncer une telle duplicité. Poirot haussa les épaules. Justement, elle a su se forger un masque parfait. Et qui, mieux qu'une femme pieuse, aurait pu éloigner tout soupçon d'elle? Je restai muet, pris entre mon étonnement et... Pourtant, au moindre choc, elle s'embrase. C'est ce qu'il en est des souvenirs douloureux et des rancunes. Ils restent invisibles, mais n'attendent qu'une étincelle pour éclater. Ces mots me frappèrent avec force. Je revoyais la senteur âcre du jardin, l'air chargé de ce parfum de guerre et de mort. La poudre devenait l'image d'un passé impossible à éteindre, prêt à exploser dès qu'on le croyait oublié. Nous marchâmes encore quelque temps en silence. Poirot, plus recueilli que jamais, dit enfin « La justice des hommes est imparfaite, Hastings. Elle se trompe, elle tarde, elle blesse. Mais la vengeance, elle, ne répare rien. Elle ne fait qu'ajouter une victime au nombre des morts. » Je demeurai songeur, méditant sur ces paroles. Dans cette rue tranquille, les caves sombres avaient livré leurs secrets. Et l'explosion n'était pas celle d'un hasard cruel, mais celle d'un passé trop lourd à porter. Poirot ajouta, presque dans un murmure, « Rappelez-vous, mon ami, ce qui est enfoui vit toujours. Et si l'on ne sait le confronter tôt ou tard, cela éclate au grand jour. » Ainsi se referma cette affaire, laissant dans mon esprit une impression de mélancolie, comme si le calme revenu sur Rose Street n'était qu'un voile fragile posé sur des blessures jamais refermées. Parfois, les rancunes endormies se révèlent plus dangereuses que les armes elles-mêmes. Et vous, auriez-vous perçu derrière les sourires pieux la flamme de la vengeance? Partagez vos pensées en commentaire, et si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner, et de la transmettre à d'autres amateurs de mystères. Que le silence des vieilles rues continue de murmurer ses secrets à qui sait écouter.